Bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, pour revenir sur cette idée d'implication des créatifs dans l'aspect productionnel, c'est effectivement l'idée de la coopérative, c'est de faire en sorte que, en devenant membre d'une coopérative, on devient copropriétaire de la société et donc de facto coproducteur. Il faut savoir que ça implique en fait, voilà, ça donne une certaine latitude. Enfin, on décide d'avoir une certaine latitude, mais ce qu'il faut savoir, c'est que donc il y a des droits qui sont différents. Il y a des droits pour les auteurs, et ces droits-là restent inaliénables. Donc, si vous êtes auteur, vous n'allez pas partager vos droits en tant qu'auteur. Par contre, la société de production, elle, partage en quelque sorte ses droits de production, puisque l'idée, c'est de faire en sorte que l'argent qui est collecté par la coopérative reste dans la coopérative. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dividendes ou de choses comme ça. Et l'argent qu'on a en bénéfice reste dans la société et sert à ce que l'Assemblée générale décide. Donc, ça peut être l'achat de matériel, l'engagement de personnes ou le réinvestissement dans d'autres productions. Voilà, ça c'était pour un petit peu rebondir là-dessus. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler de budget. Alors, je ne vais pas faire un grand aller vraiment dans le détail sur les budgets parce que ça peut devenir très vite très complexe et il y a des choses qui sont qui peuvent aller très vite, très très loin dans le sens où une fois que vous êtes dans un financement un peu plus compliqué, où il y a du tax shelter, où il y a des parties prenantes, soit de la coproduction internationale, soit aussi des aides diverses, il faut justifier tout ça. Et ça implique évidemment d'avoir encore un budget encore un peu plus complexe où on justifie toutes les dépenses suivant qu'elles soient ou pas adaptables au tax shelter, à Screen Brussels, etc. Je ne vais pas rentrer dans tout ça. Je vais vraiment faire en sorte que vous puissiez vous faire un budget ici prévisionnel et qui vous permette d'avoir une vision, puisque c'est ça qui est surtout important dans le budget, c'est d'avoir une vision de ce que ça va coûter et quelles vont être les implications artistiques de ces décisions et de ces coûts. Donc, on va être relativement généraliste. Pour commencer, je dirais juste ceci, c'est que la première question qu'il faut se poser, c'est quand est-ce qu'on fait le budget ? Et c'est une question toujours un petit peu compliquée quand on est dans la partie production, parce que la réponse est toujours ni trop tôt ni trop tard. Donc, c'est un petit peu se dire, voilà, quand est-ce qu'on a une idée et un scénario suffisamment clair et précis pour déjà avoir une première idée de ce que ça va donner en termes de production, c'est-à-dire combien de décors, combien de personnages, de là va découler combien de jours de tournage, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a besoin, en tout cas, pour faire le budget. Maintenant, il ne faut pas s'y prendre trop tard non plus, parce que, évidemment, il y a la question à un moment de savoir quelles sont les limites financières qu'on peut se donner par rapport à son projet. Donc, il y a un moment un peu de flottement comme ça, qui est toujours un peu difficile à trouver, mais je dirais que l'idée, c'est de savoir faire un premier budget une fois qu'on a vraiment une idée suffisamment solide de ce que va être l'architecture de votre histoire. C'est comme ça que je pourrais le résumer. Comme le disait Virginie, on va faire des arrêts réguliers. Moi, ce que je propose, là, je vais vous montrer un canevas de budget assez sommaire, assez complet, mais pas le plus complet qui existe. Et on va s'arrêter, donc il est divisé en différents chapitres. On va s'arrêter à chaque chapitre. Si vous avez des questions, ça, vous pourrez les poser à ce moment-là, sans devoir attendre la fin de tout l'exposé, parce que ça peut être long. Alors, je vais partager mon écran. Voilà.
Voici donc le budget que je vous propose de suivre. Donc, c'est un budget prévisionnel. Il est divisé en à peu près, il est divisé en 11 parties, si je ne me trompe pas. Donc, on va démarrer directement avec la première partie, qui est la partie qui s'appelle préparation artistique et diverses. Ce sont des parties qui vont vous demander de rechercher quels seront les droits à l'image et les droits à la musique. Alors, ce qu'on veut entendre là par droit à image, droit à musique, c'est vraiment les choses que vous allez utiliser dans votre production. Imaginons que vous dites, tiens, voilà, moi, dans mon film, dans mon court-métrage, il y a une scène où on voit un match de foot. Eh ben, vous devrez aller voir la FIFA ou l'UEFA et leur demander d'utiliser ces sous-là, d'utiliser ces images-là, et vous demandez des sous. Même chose pour la musique, si c'est une musique soit que vous créez pour votre film, soit que vous repreniez d'un catalogue existant, il faut payer des droits musicaux. Il faut savoir que les droits musicaux du catalogue existant, ça peut varier évidemment très fort suivant l'artiste et le titre que vous voulez. Ça passe par des sociétés de licensing qui sont normalement liées à des labels de musique. Mais c'est la même chose si vous le faites créer. Donc, il y a la partie travail de l'auteur, du créateur musical que vous allez payer, mais aussi ses droits musicaux, c'est-à-dire le droit d'utilisation de la musique. Et donc, ça se passera ici. Donc, comme vous voyez, il y a une unité qui est un forfait. En général, on donne le droit une seule fois. Enfin, on paye une seule fois pour avoir le droit d'utilisation de l'image. Il faut savoir là aussi que ces droits, c'est juste les droits d'utilisation. C'est-à-dire que les droits musicaux, si vous utilisez une musique qui existe déjà et que votre film a énormément de succès, c'est évidemment pas vous qui touchez les droits musicaux, mais bien l'auteur de la musique, où vous ne payez que les droits pour l'utilisation de la musique. Ces deux droits-là, je vous dis, ça peut être très bon marché, mais ça peut monter très très haut. Je prenais l'exemple de droit à l'image, les droits à l'image de foot. Il faut savoir que vous montez très vite, quand vous allez voir la FIFA, l'UEFA, 10 000, 15 000 euros la minute pour des matchs de compétition internationale. Donc oui, ça peut être un très très gros budget, donc il faut y faire très attention. Alors vous avez en dessous un petit chapitre qui s'appelle dactylographie traduction. C'est tout simplement des frais de dossier que vous pouvez aussi introduire là, qui sont, si par exemple vous rentrez dans une coproduction internationale, il faut traduire le dossier, ou même national avec la partie néerlandophone du pays, il va falloir traduire vos dossiers, faire des choses comme ça. Donc, ce sont des frais aussi qui rentrent ici. Et la dernière partie de cette partie préparation concerne les repérages. Donc les repérages, c'est évidemment les repérages des lieux dans lesquels vous allez tourner. Ça va prendre ça peut prendre énormément de choses en compte. Notamment, il y a des gens dont c'est le métier d'être repéreur, ça peut se retrouver là. Mais il y aura aussi des frais de logement, des frais de transport, des frais de nourriture, puisque les gens qui vont sur place doivent également se nourrir, se coucher, etc. Donc voilà, là aussi, les frais de repérage peuvent monter relativement vite si vous partez sur des repérages, de nombreux lieux de repérage et des repérages complexes. Il faut aussi savoir que, en tout cas en Belgique et dans beaucoup d'endroits, il y a des aides, des institutions qui vous aident dans les repérages, que ce soit par exemple dans certaines provinces de Belgique, il y a des organismes qui vous aident à trouver les lieux. Il y a aussi des aides au niveau de la région bruxelloise. Donc, Bruxelles a un catalogue de lieux qui peut vous aider, même chose chez Volimage. Donc voilà, les repérages sont des choses où, en termes de logistique, vous pouvez être assez facilement aidé. Donc ceci
sur la toute première partie, qui est la partie de la préparation de votre tournage. Je me tourne vers vous. Est-ce que vous avez déjà des questions? Pour l'instant, je ne vois pas de questions. Très bien. Bon. Eh ben, Bon. alors, Juste, moi, je voulais te poser une question. Donc, la partie écriture ou écriture n'est pas mise en non, préparation. effectivement, parce qu'elle arrive tout à la fin. D'accord. C'est-à-dire que qu'il y a des droits qui sont en fait, qui sont calculés au pourcentage du budget de production. Et D'accord. donc, il faut d'abord avoir le budget de production pour pouvoir calculer le pourcentage et pouvoir à ce moment-là calculer les choses. Ça peut se faire comme ça peut se faire autrement, mais c'est vrai que bon, C'est souvent le cas ici. dans ce cas-ci, et nous en tout cas dans notre manière de travailler, on fait effectivement ça. Ok, Un parfait. pourcentage du budget global. D'accord. Voilà. La deuxième catégorie concerne donc, là, on arrive vraiment dans le dur du sujet, c'est les frais de personnel, et on va d'abord commencer par les frais de personnel de tournage. Il y a plusieurs catégories dans le personnel de tournage, et la première catégorie est toute la partie de production, et surtout, voilà, c'est pas mal d'administration, c'est des choses comme ça. Donc, effectivement, vous avez différents postes dans la partie production qui sont voilà, le directeur ou la directrice de production, c'est-à-dire que c'est la personne qui va prendre en charge toute la production en général depuis l'amont, donc depuis le tout début de la production. C'est la première personne qui va rentrer dans le loop pour suivre la production. Il y aura un ou une assistante de production qui suivra. Je vous fais d'abord le détail et puis après je vous expliquerai un petit peu comment vous pouvez remplir ce document. Le régisseur général ou régisseuse générale, ça c'est la personne qui va s'occuper de gérer le tournage en lui-même dans la partie un petit peu logistique, c'est-à-dire faire en sorte que toutes les réservations soient faites pour les camions, qu'il y ait de la nourriture, qu'il y ait de quoi se protéger, si jamais il y a trop de soleil ou qu'il fait trop froid. Enfin, il y a toutes les choses qui peuvent arriver sur un tournage. Tout l'aspect vraiment purement logistique sera géré par le régisseur général ou la régisseuse. Ici, on a mis un régisseur adjoint et un régisseur d'extérieur. Il arrive très souvent qu'ils soient plusieurs, parce que suivant la taille des tournages, évidemment, ça peut changer. Et puis, il faut souvent plusieurs personnes, ne fût-ce que parce que des fois, on est sur un tournage, sur un lieu de tournage un jour, et en fait, le lendemain ou le surlendemain, on sera il faut déjà préparer cet endroit-là. Donc, il y a plusieurs personnes qui gèrent ce poste-là. Donc, vous serez peut-être, si vous avez des productions un petit peu plus grosses, amené à rajouter des postes de régisseur, d'assistant régisseur, etc. dans cette partie-là. Alors, le dernier poste sur lequel qu'on a dans cette partie production, c'est l'administrateur ou l'administratrice de production. Alors ça, c'est un poste qu'on a tendance, en tout cas au tout début, à oublier, mais qui est d'une importance capitale parce que c'est la personne qui va gérer toute la partie salaire, paiement, faire en sorte qu'on ait une gestion comptable de la production qui est correcte. Et comme je le disais tout à l'heure, dans nos pays où on a des financements qui sont liés à des organismes publics ou des choses qui sont fortement, comme le tax shelter, fortement surveillées, heureusement, par les pouvoirs publics, il faut être super clair dans l'administration de production, donc dans tout l'aspect comptable, etc. Et il vaut mieux aussi être en règle et
avoir quelqu'un qui puisse gérer facilement aussi tous les engagements, puisque les gens sont normalement engagés en... Il y a deux types d'engagements en fait, qui peuvent être faits sur des tournages. C'est soit effectivement vous le faites vous-même dans une société de production, c'est-à-dire que vous engagez les gens en CDD pour la période dont vous en avez besoin, soit vous faites appel à des sociétés extérieures, donc des sociétés genre Smart ou Amplo ou des gens comme ça qui peuvent s'occuper de ça. Ça a des avantages et des inconvénients, évidemment. Hein. Donc, l'avantage pour un producteur de passer par des choses comme Smart et Amplo, c'est qu'il ne doit pas s'occuper de tout l'aspect contractuel, etc. Donc, ça peut être intéressant. Maintenant, pour la personne qui, elle, est employée, c'est nettement moins intéressant puisque, en général, c'est sur eux que retombent les frais de gestion. Donc, c'est déjà pas très... Et puis, voilà, pour moi, il me semble que c'est aussi la responsabilité d'un producteur de s'occuper de gérer la masse salariale. Donc, ça fait partie du jeu, quoi. Donc, voilà, il y a des avantages et des inconvénients. Maintenant, voilà, je pense que par la force des choses, une fois que vous arrivez à des productions plus élevées, il faut le gérer soi-même. Après, c'est vrai que si vous êtes sur un très petit budget ou sur des choses qui sont encore avec des équipes assez restreintes, passer par des organismes externes se justifie, tout simplement parce que vous n'avez pas les moyens de faire autrement. Voilà. Alors, ça, c'est pour la partie production. Ensuite, en termes de mise en scène, ça va être la même chose. Donc là, j'ai mis disons les 3 postes principaux qu'on va retrouver dans la mise en scène, mais ça peut très, très vite s'étendre suivant l'importance du tournage. Le premier poste étant celle de réalisateur-réalisatrice en tant que technicien. Donc là, c'est là que vous aurez le salaire de la personne qui va réaliser. Donc la partie de sa rémunération qui va concerner son travail pur et dur. Donc voilà, c'est ces heures de travail sur un tournage et sur la préparation. Il faut savoir que là aussi, il y a une autre partie de la rémunération qui va arriver plus tard en termes de droits d'auteur, donc dont on va parler plus tard. Le premier assistant, la première assistante, ça c'est un petit peu la personne qui va être un petit peu je ne sais pas si je pense qu'il y a des gens qui sont déjà dans la réalisation et la production, donc ils me contrediront s'ils le disent, s'ils le désirent, mais qui sera un petit peu l'interface entre le réalisateur et toute la partie effectivement des équipes, etc. C'est elle qui va faire en sorte que les équipes soient présentes sur les plateaux en temps et en heure, qui va faire en sorte que tout le timing soit respecté, qui va envoyer les fiches de travail quotidiennes, etc. etc. C'est souvent à cette personne-là que ça incombe. Il y a là aussi la possibilité d'avoir plusieurs assistants, mais bon, voilà, dans nos pays, en tout cas dans notre pays où les productions sont relativement légères, on en reste à 1. Et le dernier poste dans cet aspect de mise en scène, c'est la script. Le poste de script a une importance là aussi très différente suivant l'importance du scénario, évidemment. Mais dès que vous vous retrouvez avec des histoires qui se déroulent sur plusieurs lieux, sur plusieurs périodes, voire même si vous avez une série ou une web-série, la script devient quasiment indispensable parce que c'est la personne qui va pouvoir vous donner des indications sur la continuité de l'histoire, faire en sorte qu'il n'y ait pas de saute, qu'une personne, une bêtise, mais qui soit d'un plan à l'autre, pas habillé de la même façon, ou des choses comme ça, ou qu'on n'utilise pas le même matériel d'une scène à l'autre. Enfin voilà, c'est la personne qui va pouvoir vous dire la continuité va être suivie, puisque, comme vous le savez, on tourne très, très, très rarement, évidemment, dans la continuité de l'histoire d'un film. Donc, c'est la script qui fait en sorte que tout
ça reste cohérent pendant toute la durée du tournage. Ensuite, nous avons le poste image. Là aussi, c'est réduit à son strict minimum, certes, mais c'est les postes évidemment les plus importants. Le chef opérateur qui est donc le chef de l'image et qui est assisté d'un ou une assistante caméra, puisque là aussi, surtout maintenant que les caméras sont de moins en moins chères, on peut aussi avec plusieurs caméras. Donc c'est vrai que ces postes-là ont tendance un petit peu à devenir plus important en termes de personnel, là où on dépense beaucoup moins en termes de matériel, par contre. Donc voilà. C'est la même chose pour le son. Donc le son, on a un ingénieur du son donc, qui est le chef de l'équipe de son avec au moins souvent un perchman, une perchman et suivant les cas, un bruiteur mais qui est occupé, mais le bruiteur est engagé sur des périodes beaucoup plus courtes, suivant les cas. Je vais me permettre de faire justement un petit aparté là maintenant, donc, puisque donc le calcul des jours de tournage, donc puisqu'on calcule en jours de tournage, puisqu'on travaille sur des contrats en CDD, donc on calcule en jours, se fait effectivement sur base, une fois qu'on a le scénario, on détermine à peu près le nombre de jours qu'on a besoin pour tourner un film, sachant que suivant les cas, on va se retrouver à, suivant la complexité d'un film aussi, on va peut-être, je pense, on tourne autour de 3 à 5 minutes utiles par jour. Donc voilà, un film normal de 90 minutes va faire 30 voire 40 jours. Et puis des choses plus petites ou des courts-métrages tournés en 7 jours, par exemple. Donc, ça nous permet de savoir combien de temps les gens vont être sur le plateau. Maintenant, il y a aussi des jours de préparation pour chacun. Donc, réunir le matériel, faire en sorte de faire des essais, faire des choses comme ça. Donc, ça c'est à partir du nombre de jours de tournage, vous pourrez savoir, par exemple, combien de temps un directeur de production sera nécessaire. C'est en général, au moins, il est là sur un métrage, je dirais qu'il doit être là au moins 1 mois, voire 1 mois et demi avant, et donc peut-être pas tous les jours, ça dépend des complexités, etc. Mais enfin voilà. Sur les postes, en tout cas les chefs de poste doivent être là sur un court métrage au moins 3 à 4 jours de préparation à chaque fois. Si on prend l'exemple d'un film qu'on a tourné pendant 7 jours, je ne sais pas, le réalisateur, par exemple, il aura une douzaine de jours, l'assistant peut-être 10, et puis même chose pour le chef-op, il va aussi avoir 5 jours de prépa et 7 jours de... Donc voilà, il y aura à peu près 12 jours sur un court-métrage. Je continue ma liste de postes. L'ingénieur du son, donc ça j'en ai parlé. En technique, donc, on a les deux postes électro et machinaux. Donc ça c'est toute la partie électrique et la machinerie qui doit tourner autour d'un tournage. La machinerie, ça va être si on a besoin d'un rail de travelling, si ça va être, je ne sais pas, si on a besoin d'une grue, etc. Donc, ce sera le chef machiniste qui sera l'opérateur de ça, avec souvent un assistant et un renfort, parce que là aussi, c'est souvent du gros matériel à transporter, etc. Donc, déjà, ne plus que ça, c'est important. Et enfin, vous avez les postes ici de décoration, maquillage, costume, avec donc le chef déco, le costumier, l'habilleur, le maquilleur. Ça dépend là aussi de beaucoup de choses. Il peut arriver que vous n'ayez pas besoin de chef déco parce que vous décidez de tourner en décor naturel sans rien. Ça peut arriver, donc voilà. Le chef déco peut être aussi assisté, c'est vrai qu'il n'est pas mis ici, mais d'un ou une accessoiriste. L'accessoiriste sera la personne qui gérera plutôt
plus petits, les plus petits éléments de décor ou les choses que les acteurs doivent manipuler, genre les armes. Donc, pour reprendre l'exemple de quelque chose qui a bien choqué ces derniers moments, normalement, il y a une personne, bon là c'est un armurier, mais qui est censé gérer les objets et faire en sorte qu'ils fonctionnent et qu'ils fonctionnent sans danger. Donc, ce sont tous des postes très, très importants. Donc, vous avez... donc ça, c'est peut-être une particularité donc, que je voulais quand même mettre aussi, c'est que le costumier ou la costumière n'est pas forcément l'habilleur ou l'habilleuse. Ça peut arriver qu'il y ait une personne qui s'occupe uniquement de trouver les costumes pour les comédiens, voire de les confectionner, et une autre personne qui n'est là que pour habiller. Ça peut arriver parce que voilà, ce sont en fait costumier, costumière, c'est un métier à part entière et c'est parfois des gens qui sont très recherchés, donc ils n'ont tout simplement pas le temps de passer 18 jours sur un tournage ou plus pour habiller les gens. Donc c'est une autre personne qui s'occupe de l'habillage. Donc ici, j'ai mis aussi un armurier, un coach combat, juste en termes d'exemple pour dire que voilà, ces postes-là, il y a peut-être, suivant la particularité de l'histoire que vous avez racontée, des postes à rajouter. Et il ne faut pas hésiter à les rajouter. Et alors la dernière chose, le dernier poste qui est très important évidemment à mettre dans le budget, parce qu'on a peut-être un petit peu tendance à l'oublier au moment de la confection, en se disant bah oui, l'important c'est le tournage, etc. C'est toute la partie post-production qui est en fait très, très, très intensive en travail. Et donc, les budgets là, peuvent monter. Un chef monteur image, c'est vrai qu'il peut passer un mois, 2 mois sur certains films. Voilà, si vous avez par exemple une web série où vous dites bah, je ne vais pas dépenser énormément d'argent, vous avez quand même un monteur ou une monteuse qui va passer facilement 2 mois sur le montage, quoi. Avec un assistant monteur. L'assistant monteur, suivant un petit peu ce que vous décidez, peut être une personne qui va simplement s'occuper du dérochage et de déjà préparer le matériel, ou qui peut être là pour avoir une deuxième machine et pour travailler plus vite. Ça dépend un petit peu de comment vous travaillez. Même chose avec le montage son. Donc, il y a un chef monteur son, possiblement un mixeur, ça peut être une personne aussi différente. Et enfin, l'étalonnage, c'est-à-dire faire en sorte que la gradation des couleurs soit uniforme sur tout le film. C'est aussi un travail de longue haleine. C'est un petit peu moins long que le montage, mais c'est un travail très, très important parce que c'est aussi des choses qui sont très importantes. C'est que le film soit évidemment uniforme sur toute la durée de la projection. Alors, juste encore une toute dernière chose avant de vous laisser la parole pour des questions, c'est de se dire, bon ben voilà, on a parlé du nombre de jours de tournage, mais maintenant, comment est-ce que je sais combien je paye les gens? La réponse la plus simple pour moi, ce serait de vous renvoyer vers Mediarte qui a sur son site une mise à jour très, très, très régulière des barèmes, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Justement, une des questions qu'on avait, une des personnes du public avait, c'est où trouver comment déterminer les salaires, quoi. Alors nous, effectivement, je vais vous mettre les barèmes. Il y a des barèmes pour la commission paritaire du film, hein. Mais donc ce sont des barèmes minimums, voilà. Et donc ça, c'est vraiment le seuil en deçà duquel on ne peut pas passer. Après, ça fait partie de la négociation. Après, si vous voulez aller au-dessus, ben, ça fait partie de la négociation, justement, hein, avec la production, en fonction du budget aussi disponible. Mais en tout cas, il y a des conventions collectives qui viennent des commissions paritaires et donc de la sous-commission paritaire 303.01. Ça, c'est vraiment la sous-commission paritaire qui détermine le règlement de travail, hein, dans les personnes qui travaillent sous son chapeau, entre guillemets. Donc ici, vraiment, toutes les personnes qui travaillent dans la production de films.
et toutes les fonctions ont un barème précis. Alors, je vous mets ici le lien. Vous pouvez donc le consulter. Voilà, il y a des mises à jour régulières. Mais évidemment, ici, vous verrez, il y a une complexité en fonction du nombre d'années d'expérience, de la fonction. Et comme je disais, c'est le minimum avec une indexation généralement de 2% régulier. Voilà. Et donc, c'est valable pour les CDD et les CDI. Donc, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est... voilà, ici, vous parlez en nombre enfin, par jour, hein, c'est ça, dans la production, tu parles un salaire quotidien, quoi. Ouais. Oui. Alors, non, ça j'en parlerai après. Parce que moi, j'allais embrayer, mais j'allais aller trop vite. D'accord. Oui, parce qu'ici, donc oui, c'est des barèmes hebdomadaires. Donc, c'est-à-dire, je ne sais pas si tu as accès aux fichiers, mais donc, c'est hebdomadaire, c'est-à-dire par semaine de travail, quoi. Voilà. Et les derniers sont en vigueur depuis le 1er juin 2019. Okay. Oui, voilà, après, effectivement, si vous avez des barèmes hebdomadaires, mais voilà, il suffit de faire le calcul en divisant par 5 et en multipliant par le nombre de jours. Hein, donc, voilà, mais c'est important en tout cas de les savoir, de les connaître. Ne fût-ce que pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie ou pas. C'est-à-dire que légalement, en tout cas, vous ne pouvez pas aller en dessous. Et puis, ça permet aussi de se dire que la chose importante dans un tournage, ce n'est pas le matériel, c'est les personnes. Et se dire que c'est là que vous devez concentrer le maximum de vos efforts dans cette partie-là de l'emploi des personnes et pas forcément vous dire qu'il vous faut 15 grues et 3 camions de matériel, quoi. Et que parfois, ça aussi, c'est ce que je disais peut-être la fois dernière, mais c'est parfois plus intéressant d'essayer de réduire votre équipe et de mieux les payer que d'avoir 50 personnes qui sont sous-payées et qui vont tirer la gueule pendant tout le tournage, quoi, parce qu'ils ne sont pas bien payés. Donc ça, c'est aussi un truc à voir, c'est de pouvoir se dire je préfère être moins à l'aise en tant que soit producteur, soit en tant que réalisateur, réalisatrice, à me dire je vais travailler avec une petite équipe et je serai moins confort et ça va être plus dur, mais au moins ce sera une équipe plus soudée et qui sait pourquoi elle est là, c'est parce qu'elle est payée normalement. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que donc il y a 10 catégories dans le barème de la sous-commission de la production de films. La catégorie 1 étant la catégorie le moins bien payée, c'est-à-dire les secrétaires ou assistants de production. Et la catégorie 10 étant le directeur de la photographie, le directeur de production, le réalisateur, le chef d'éco, donc tous les chefs de poste. Encore une fois, ici, c'est une référence avec les salaires vraiment minimum. Est-ce que vous, dans la coopérative, du coup, vous fonctionnez différemment en essayant de mieux harmoniser les différentes catégories ou, c'est-à-dire que nous, on essaye de... Donc, nous, notre logique dans la coopérative, c'est de payer tout le monde la même chose. Voilà, c'est ça. La même chose, effectivement. Et on essaye un maximum de se baser sur le barème du directeur photo. Ouais. Donc, on essaie de tirer vers le haut. Oui, plutôt que vers le bas. Ouais. Maintenant, je vais être tout à fait honnête, des fois c'est très compliqué, mais c'est des choses qui à ce moment-là se décident tous ensemble. C'est-à-dire, voilà, si on en est là, on va devoir payer, on va devoir avoir autant de budget, je ne sais pas, moins 160 000 € de budget, et on sait très bien qu'on arrivera à peut-être avoir 120 000. On négocie, donc on négocie ensemble, on va se dire, voilà,
toute façon, la logique est aussi la même, c'est de se dire on va d'abord couper dans le matériel, couper dans des choses qui sont moins importantes, enfin en tout cas moins, le salaire passe en dernier quoi, dans la négociation. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est se dire bon, ben, est-ce qu'on peut faire peut-être avec un petit peu moins de personnes, mais qui seront payées normalement, parce que ben, voilà. Et dans une logique de bien réfléchir à l'utilité, c'est ça, hein, de chaque matériel qui est en location et de ne pas louer. Pas louer juste pour se rassurer, parce que moi, ça, c'est souvent les choses nous, on a vu. Après, je ne sais pas si tout le monde fait comme ça, mais c'est vrai que nous, on a vu ça. C'est des gens qui prennent du matériel juste pour se dire, bah, comme ça, je vais ici. Et ça me rassure plutôt que de prendre des risques et se dire, bah, j'ai assez avec 4 LED pour un tournage de nuit, quoi. Enfin, voilà, c'est plus ça. Bon, après, c'est parfois compliqué. Hein. C'est vrai qu'il y a des chefs-op qui disent moi, je veux absolument ça et ça, ou aussi des ingé son qui se disent je veux un micro par personne. Parfois, les négociations se font aussi comme ça. Maintenant, dans notre logique, c'est que finalement, on finit tous par se connaître et ils savent comment fonctionne et comme la plupart sont quand même des coopérateurs, des coopératrices. Voilà, on regarde tous dans la même direction, quoi. C'est parfois avec des gens qui viennent de l'extérieur où c'est plus difficile de faire comprendre ça, quoi. Et finalement, il y a un peu plus de temps de préparation, alors justement sur ce budget de discussion avec les différents chefs de poste. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, bah en fait, chez nous, la grosse discussion se fait souvent bah, oui, au moment de la préparation, au moment déjà du scénario, se dire bon, tous les lieux qu'on a prévus sont indispensables, réduire un maximum les lieux pour réduire le nombre de jours. Ça, c'est le premier truc. Voir si vraiment tous les personnages, enfin voilà, tous les personnages sont indispensables tout le temps. Enfin voilà, on réduit sans baisser notre ambition artistique évidemment, mais voilà, on réduit un maximum déjà en termes d'ampleur d'un film. Et puis, dans un deuxième temps, on se dit, bon, ben voilà, quels sont les postes qui sont vraiment indispensables? Est-ce qu'on peut faire avec ça? Est-ce qu'on peut faire avec ça? Là, ça dépend. Voilà, je dis, moi, j'ai mon collègue qui est réalisateur, et dit, moi, je ne veux pas entendre parler de script, par exemple. Voilà, pour moi, je ne veux pas de script parce que c'est mon assistant réa qui doit être script. Bon, voilà, parfois, c'est même, ça en arrive là. Maintenant, il y a d'autres fois où on me dit non, là, il faut absolument un script parce que c'est une série, par exemple. C'est compliqué de faire sans script. Bref. J'ai d'autres questions ici. Quelqu'un me demande quelle est la personne physique, morale chargée de la gestion des ressources financières et quelles sont les personnes impliquées dans cette tâche également, vu que c'est une activité de nature administrative. Voilà. Donc, est-ce qu'il faut avoir des connaissances, avoir fait des études en finance, en gestion, en économie? Donc, quel est le poste, quel est le profil? Et est-ce qu'on doit toujours garder une copie de tous les devis et factures émises? Alors, il faut une copie de toutes les factures, oui. La personne qui est en charge de la bonne gestion du projet film en lui-même, c'est le directeur ou la directrice de prod. Voilà, maintenant, la responsabilité légale revient à la société de production. S'il y a quelque chose que le directeur ou la directrice de production a mal fait, bah, c'est une personne employée par la société de production, c'est vers elle qu'on se retourne, évidemment. Mais il faut effectivement garder toutes les factures. Encore une fois, si vous passez par, si vous passez par les organismes de soutien à la production classique, si vous passez par la communauté française, enfin par le CCA, le Salon du cinéma et de l'audiovisuel, si vous passez par Screen Brussels, si vous allez chercher du tax shelter, oui, il faut absolument garder
toutes vos factures, bien les imputer dans chaque partie, savoir quelles sont les factures qui seront éligibles, etc. C'est très compliqué, mais ça se fait en amont, c'est de se dire, bon, ben voilà, telle dépense est éligible pour telle partie, par exemple pour Screen Brussels, assez logiquement, ce ne sont que les dépenses faites à Bruxelles qui seront prises en compte. C'est clair que si vous allez acheter votre matériel à Waterloo, louer votre matériel à Waterloo, vous ne pourrez pas Screen Brussels ne va pas vous aider financièrement pour ça. Screen Brussels est là pour promouvoir l'activité et l'emploi à Bruxelles. Pas aider à faire des films, c'est aider d'abord le secteur audiovisuel bruxellois. Donc, ce sera dans cette logique-là qu'il va vous financer. Et donc, ce ne seront que ces factures-là. Même chose pour le tax shelter, c'est une logique assez complexe où vous avez des dépenses éligibles et non éligibles qui rentrent en ligne de compte. Les salaires sont éligibles, mais pas les salaires de personnes qui viennent de l'étranger. Enfin bon, voilà, il y a toute une série de choses qui sont là, et c'est pour ça que l'administration de production devient vite indispensable. Et c'est, voilà, comme la personne le demande, quelqu'un qui doit avoir soit l'administrateur de prod ou le directeur de prod des connaissances en comptabilité. En tout cas, en gestion, oui, c'est mieux. Ouais. Maintenant, on se fait aider souvent par un comptable extérieur, quoi. Déjà, on se fait de toute façon aider par un comptable extérieur. Et puis, bon, voilà, il y a des choses qui s'apprennent sur le tas. Enfin, la personne qui fait ça chez nous, quand on engage, n'a pas forcément fait des études de comptabilité, mais a travaillé longtemps là-dessus et s'est formé avec d'autres administrateurs et administratrices de production. Ça s'est fait comme ça, mais c'est vrai qu'il faut, en tout cas, il faut une connaissance précise et il faut un bon comptable aussi, oui, c'est vrai. Un bon comptable. Je pense que c'est important. Et donc, la personne demandait en dernier lieu, est-ce qu'on a recours au système d'appel d'offres? Mais ça, c'est généralement pour des achats et on fonctionne quand même beaucoup à la location, non? Donc, oui, c'est ça. À la location, c'est vous faites un petit peu ce que vous voulez. Il faut juste faire attention, encore une fois, à où vous louez. Et c'est souvent même assez piégeux dans le sens où tu peux te dire, tiens, je suis en train de louer à une société qui est à Bruxelles, parce qu'on va chercher le matériel à Bruxelles, mais en fait, le siège social, il est en Hollande ou en Flandre, et en fait, on se rend compte que c'est une dépense qui n'est pas éligible à cause de ça. Donc, il faut parfois aller chercher un peu plus profondément et se dire, ah ben zut, en fait, ça, je ne pourrais pas le dépenser là, je vais le dépenser dans telle société. Ça, c'est les risques. Et puis, c'est surtout, voilà, après, je suis rentré un petit peu dans les détails, il y a aussi des ratios d'aide, c'est-à-dire que par exemple, Screen, vous donnez une certaine somme d'argent, mais vous devez dépenser, suivant les gages, je crois que c'est 6 fois plus dans la région de Bruxelles-Capitale. Donc, mettons qu'ils vous donnent 10 000 euros, enfin, que vous ayez une aide de 10 000 euros, ils vous donnent ces 10 000 euros que si vous dépensez 70 000 euros Bruxelles. Donc, voilà, c'est aussi des calculs à faire comme ça. C'est pour ça que je ne rentre pas tout à fait trop dans les détails parce que ça va vite. Oui, et par contre, l'équipe, ça, on peut sélectionner les gens. Il n'y a aucun appel d'offre à faire au niveau de l'équipe, quoi. Non. Si, même chose. Pardon. Si, même chose. Si, mais il faut que, parce que c'est des dépenses éligibles bruxelloises, donc si vous voulez aller vraiment voir Screen Brussels, et après c'est des choix, c'est comme disent certains producteurs, c'est des fois de l'argent qui coûte cher, dans le sens où il faut vraiment tirer le budget dans un sens qu'on n'a pas vraiment envie d'aller, juste pour avoir un petit peu de sous en plus. Et parfois ça peut être plus intéressant de se dire, je laisse tomber et je vais produire ailleurs parce que c'est moins cher. Moi, ça nous est déjà arrivé de nous dire qu'en fait, voilà, on pouvait avoir une aide
une province, par exemple, mais on devait déplacer toute l'équipe là-bas et la loger, la nourrir, etc., etc. Et finalement, ça nous coûtait plus cher que ce qu'on pouvait toucher en aide de cette province. Et donc, on s'est dit, pas faire. Ça peut arriver. Ok, merci. Alors ici, quelqu'un me demande dans quelle devise, quelle unité monétaire. Généralement, est-ce qu'il faut la convertir dans une unité monétaire internationale? Voilà, en Europe, déjà, bon, on le fait en euros, quoi, généralement. S'il y a des dépenses aux États-Unis, vous allez la convertir en euros dans le budget. Ce sera lié au territoire sur lequel vous êtes. Voilà. Quelqu'un me demande les outils logistiques, les logiciels. Ici, c'est un fichier Excel, mais je pense, hein, ouais. Excel est toujours le maître du monde à ce niveau-là. Après, il y a des sociétés qui utilisent des logiciels de comptabilité avec leur comptable, mais ça, c'est surtout le comptable qui... Oui, c'est ça. Après, la plupart des gens, mais bon, il commence à y avoir des comptables qui disent qu'ils en ont marre, mais QuickBooks reste là aussi un des principaux outils, mais c'est plutôt du côté comptabilité, oui, que ça se passe. Maintenant, voilà, il y a des comptables qui commencent à dire bon, c'est des gens qui se développent plus depuis des années et qui commencent à se faire dépasser, mais c'est comme pour Windows, quoi. Ça reste les maîtres du monde, et tant qu'il n'y a pas un logiciel qui les dépasse beaucoup plus, voilà, ça reste ça. Donc, la plupart du temps, c'est Winbooks. Je ne vous conseille pas forcément de le prendre par vous-même parce que ça coûte assez cher. Mais si vous avez un service de comptabilité, il y a des services d'administration de production aussi externes. Donc, vous n'êtes pas obligé d'engager quelqu'un pour faire l'administration de production et acheter tout le matériel. Vous pouvez aussi avoir un service externe qui vous le fait. Ici, j'ai quelques questions sur les droits d'auteur. Le scénario, on peut peut-être les garder pour la fin quand on arrivera au... Et ici, j'ai une question, je ne suis pas sûre de comprendre. Peut-être, Thibaut, tu vas me dire si tu comprends. Sinon, la personne qui l'a posée peut peut-être un peu expliquer. C'est quelle est la priorité, l'offre financière et ou l'offre technique dans un dossier de réponse à un appel d'offres émis lors d'un processus de sélection par les membres de votre communauté. Mais vous est-ce que justement vous n'émettez pas vraiment d'appel d'offres Alors, nous, on n'émet pas d'appel d'offres. Vis-à-vis de l'extérieur, on travaille comme les autres, c'est-à-dire qu'on répond par contre aux appels à projets, on dépose des projets à la commission du cinéma, enfin, on fait tout ça, on fait. Maintenant, les projets, nous, qui rentrent, enfin, on ne fait pas d'appel d'offres. Les gens qui nous voient en disant j'ai tel et tel projet, et on en discute, on voit où ça nous mène, mais on n'a pas de barrière à l'entrée, quoi, si c'est ça la question. Je ne sais pas si c'est vraiment ça la question. Mais, voilà, si ce n'est pas la question, merci de repréciser. Tu peux peut-être passer aux autres postes alors. Oui, alors après on passe, ça va être peut-être un petit peu plus rapide, c'est l'interprétation. L'interprétation, voilà, ça c'est les acteurs qui vont jouer dans vos films. Là, j'ai mis que les rôles principaux. Maintenant, il y a 3 types. Hein. Il y a les rôles principaux, il y a les rôles secondaires et il y a ce qu'on appelle la figuration. Les négociations sont parfois plus compliquées si vous avez des acteurs qui sont déjà reconnus. Et quand je dis reconnus, ce n'est pas forcément des grandes stars, mais à partir d'un certain volume d'activité, et surtout pour des gens qui, en Belgique, se sentent un peu à l'étroit et ça va quand même très très vite et se disent tiens, j'irai bien en France, ils se retrouvent avec un agent. Et alors là, il faut compter d'abord avec l'agent qui négocie comme un cochon les prix, ce qui est normal, c'est son rôle, et qui prend aussi un pourcentage. Comme le dit très bien
comme le dit très bien le titre de la série du même nom, ils prennent 10%. Voilà. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est tout à fait compréhensible. Un comédien, à un moment donné, la négociation des prix, c'est toujours quelque chose de dur, c'est vraiment pas gai. Et donc, le comédien a d'autres choses à faire et à se concentrer sur son métier que sur la négociation de ses prix, parce qu'il se fait souvent avoir. Donc, c'est normal qu'il prenne un agent. Il faut faire avec, on va dire. C'est pas que c'est normal, mais il faut faire avec. Savoir qu'en Belgique, les agents sont interdits. Ça n'existe pas, un agent en Belgique. En Belgique, c'est considéré comme proxénétisme, si je ne me trompe pas. Ce qui est logique, puisque c'est quelqu'un qui prend de l'argent pour le travail d'un autre. Mais ne définissons pas plus que ça. C'est entre-temps, voilà, il y a ça. Il faut se dire que bon, peut-être vous serez avec des comédiens qui seront peut-être moins connus, etc. Et donc qui n'auront pas d'agent. Ça ne vous empêche pas de bien les traiter et de les payer normalement. Là aussi, voilà, c'est parce que c'est des arguments que j'ai entendus parfois ailleurs, se dire mais ça te fera de la publicité, etc. Non, c'est pas un salaire, c'est une publicité. Un comédien doit être payé aussi bien que n'importe quel autre travailleur, et donc aussi là, je ne sais pas s'il y a des barèmes pour les comédiens, je me pose la question. Je pense qu'ils sont ils sont dans la catégorie 8, donc assez haut dans les barèmes. Pareil que les chefs monteurs, les cadreurs. Ouais, voilà. Il faut aussi savoir, bon là aussi, il y a deux choses à calculer. C'est, il faut calculer évidemment ces jours de tournage, vous calculez ces jours de répète, qui sont ces jours de préparation. Mais s'ils sont assez hauts dans les barèmes, c'est aussi une raison, c'est que c'est pas parce qu'ils font des répètes et qu'ils ont des jours de tournage, ça ne résume pas tout leur travail. Tout un travail de préparation avant qui n'est pas payé, qui n'est pas machin. Donc, c'est assez logique qu'ils se retrouvent normalement assez haut dans l'échelle des barèmes. Bon, chez nous, comme je disais, voilà, les comédiens, c'est comme pour toute l'équipe technique, ils sont payés au même salaire. Mais voilà, c'est souvent de ce que j'entends des comédiens qui sont dans notre coopérative, c'est souvent eux qui morflent au niveau des prix. Et ça, il faut en être conscient, quoi. Les comédiens doivent être normalement payés. Donc, ça vaut pour les rôles principaux, ça vaut pour les rôles secondaires, mais il y a aussi un minimum légal, je ne sais pas si on doit dire un barème, mais il y a normalement aussi un minimum légal pour les gens qui font la figuration. Enfin, voilà, ça aussi, je pense qu'ils doivent être payés au moins 100 euros par jour. Pour les gens qui font quoi, tu dis? J'ai pas entendu. Donc les silhouettes, quoi. Les figurants, oui. C'est vrai qu'ici, on ne les a pas dans le barème, les figurants. Mais normalement, voilà, il y a aussi une somme et c'est pas 10 euros par figurant. Je pense qu'on tourne, c'est en tout cas 50 si ce n'est pas 100. Donc il faut là aussi se dire que c'est des gens qui donnent de leur temps et qui donnent. Parfois, c'est même des pros. Hein. Il y a des gens qui font ça toute leur vie. Et donc, voilà, c'est des choses aussi qu'il ne faut pas oublier dans vos postes, parce que c'est souvent dans les postes d'interprétation qu'on essaye un peu de sabrer et ce n'est pas la bonne chose. Est-ce qu'on fait une petite pause là ou je continue sur la question du Ici, j'ai une question plutôt d'ordre général, les différentes étapes de gestion de vie d'un projet. Mais bon, ça c'est très vaste. Mais est-ce que tu résumerais ça en pré-production, production et post-production Oui, la pré-production, oui, il y a toute la partie, d'abord de l'écriture. L'écriture est la partie la plus importante. Et là aussi,
Et ça, c'est compliqué quand on est autant auteur que producteur. C'est que là, en fait, le rôle du producteur, c'est d'avancer de l'argent, parce que sinon, les gens, ils écrivent en attendant qu'ils touchent des sous. Donc, c'est très rare qu'on touche des sous à l'avance pour l'écriture. Donc, c'est parfois aussi un moment où les gens ne sont pas payés pour écrire. Donc, oui, ça, on va peut-être revenir après oui. On sera au Oui, scénario. absolument, absolument. Et donc, il y a la partie écriture, puis la partie développement. Donc, la partie développement, c'est le moment où on commence, le producteur, lui, commence à chercher des financements et les financements peuvent être parfois assez simples et puis parfois ça peut être très complexe parce qu'il faut faire intervenir plein de pays parce que sinon on n'arrive pas à boucler le budget. Et puis seulement commence la pré-production. Là, la pré-production, c'est le moment où effectivement on commence à mettre en place les choses, engager des gens, voilà, faire les plannings, le matériel. Tout ça se fait à partir du moment en fait, où cette partie de développement, qui est en fait la partie la plus longue, parce que c'est mieux de trouver l'argent, les choses peuvent se dérouler très très vite. Et, donc, l'amont peut prendre des années, autant en écriture qu'en développement. Et puis après, une fois que on sait qu'on a pu débloquer l'argent, ça peut aller très 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 vite et en quelques mois, le film se fait, quoi. Mais ces deux parties-là, l'écriture, pré-production, puis après le développement, puis après vous avez la pré-production. La production, c'est en général, ça va jusqu'à maximum 2 mois, je vais dire. Et la post, même chose, ça peut être, ça dépend si vous êtes sur un long, sur un court, sur un docu. Parfois un docu, ça peut aussi prendre un temps fou parce que c'est le montage, c'est le vrai moment d'écriture d'un documentaire. Donc, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Donc, on peut passer 3, 4, 5 mois sur le montage d'un docu. Ok, merci. Et si voilà, quelqu'un qui demande comment choisir les dispositifs, des équipements, des matériels de tournage du point de vue technique, notamment les régies et caméscopes. Ça, j'imagine que c'est le rôle du chef-op Oui, c'est ça. Là, je pense qu'à chaque fois, chaque chef de département va demander va avoir ses préférences, enfin, pas ses préférences, mais se dire, voilà, si on veut tourner comme ça, il va y avoir des réunions avec le REA pour dire, le REA va dire, moi j'ai envie qu'il soit comme ça, enfin, que ce soit filmé avec une énorme profondeur de champ, pas de profondeur de champ, tel plan. Et donc là, lui, il va dire, voilà, j'aurais besoin de tel matériel. Donc chaque chef de poste, chaque chef de département va fixer son propre petit budget en disant, voilà, j'ai besoin d'autant, j'ai besoin d'autant, j'ai besoin d'autant. Et va remonter ça au directeur de production qui, souvent, je ne vais pas dire parfois, je vais dire souvent, va devoir faire des arbitrages et demander à certains postes de baisser leurs ambitions. Ok. Ici, quelles sont les normes et standards de la mise en œuvre de la production et post-production dans un projet médiatique? Les codecs, la vitesse de cadence. Ça dépend. Voilà, c'était ma réponse. Non, mais ça dépend effectivement de ce que tu fais en fait. C'est clair que encore une fois, tu fais une web série et que tu la fournis à la RTBF, quand tu signes ton contrat, ils vont te dire, voilà, je veux que ce soit sorti sur tel format, sur tel codec, etc. Donc tout ça est donné à la base. Après, quand tu es dans le cinéma, c'est un peu. Il faut juste un DCP, donc c'est toi qui dessines un petit de ce que tu veux, tant qu'à un moment tu as un DCP qui passe dans les salles. C'est bon, donc ça dépend là aussi de ton de l'objet final et à quoi il va servir, quoi. D'accord. Voilà. Ici, le reste des questions que j'ai, c'est surtout concernant
les droits d'auteur, comment on paye le scénariste, etc. On y vient, on y vient. Je voudrais d'abord parler des cotisations sociales qui sont très importantes. Et si je les mets à zéro, en fait, chez nous, quand on fait notre budget, on donne un tarif jour brut, donc on appelle le brut patronal pour tous les postes. Sinon, je ne sais pas, on va mettre 400 € par jour, par personne, et on fait le calcul comme ça. À partir d'un certain moment, on doit quand même changer ça et calculer les cotisations sociales. Ce moment étant quand on va dire aux gens, bon, voilà, maintenant, on va vous payer autant. Parce que, voilà, comme tout le monde, quand on est employé, ce qui nous intéresse, c'est notre net, ce n'est pas le brut patronal. Donc, mais c'est un point relativement complexe, donc c'est pour ça que je dis que nous, on ne le remplit pas, et je conseille plutôt aux gens de commencer leur budget en parlant de brut patronal, parce que les cotisations sociales changent suivant le statut des gens. Donc, entre un technicien et un acteur, ce n'est pas les mêmes barèmes de cotisations sociales. Il y a plein de choses qui changent. Il y a peut-être des gens qui seront aussi, c'est ça aussi, on ne peut pas les calculer tout de suite, c'est que peut-être ça peut arriver, votre monteur ou votre chef-op, en fait, c'est un indépendant, et donc en fait, vous facturez 400 € par jour, et puis c'est tout. Donc, c'est très difficile à savoir combien vous aurez de cotisations sociales. Ceci étant, vous pouvez quand même à un moment les calculer, ne fût-ce que pour avoir une idée. Les cotisations sociales, c'est à peu près un bon tiers de ce que vous avez en salaire honnête. Voilà, je vais y arriver. Merci. Donc, imaginons que voilà, 300, il y aura 100 € de cotisation sociale, 200 € pour faire un brut. Et puis après, il y a encore les cotisations. Donc là, quand je parle de cotisation sociale, c'est vraiment les cotisations patronales sur le premier truc. Donc, sur 300 €, la personne en aide va toucher 150, peut-être un petit peu plus, peut-être 160, mais c'est à peu près la moitié qui part en cotisation et taxes diverses. Mais pour le calcul des cotisations, et voilà. En plus des 300, il y a encore 100 en plus, tu veux dire, de cotisation sociale. C'est ça, oui. En gros, c'est quand tu payes, quand toi tu te dis j'ai 400 à dépenser par jour pour mon chef monteur image, le chef monteur image il va recevoir 200 €, 225 €. Toi, tu vas payer direct quand tu l'auras engagé. Oui, comme tu dis, un bon tiers en cotisation. Je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça, mais enfin, il y a une cotisation patronale et il y a une cotisation employée. Si, je sais pourquoi, mais enfin, on ne va pas rentrer dans l'idéologie ici. Et donc, voilà, il y a toute une partie de ton salaire qui a en cotisation sociale, et c'est à peu près ça, quoi. Tu divises par un bon tiers, tu retires un bon tiers, et les cotisations sociales, ça te donnera plus ou moins ce que tu dois payer en cotisation sociale. Je ne sais pas si c'est clair, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que pour commencer votre budget, commencez en vous disant voilà ce que moi je peux dépenser en tant que patron, puisque vous faites un film, à un moment vous êtes le patron, quoi. Donc voilà, c'est ça que je peux dépenser. Et puis ensuite, vous ferez vos calculs dans un deuxième temps, en vous disant voilà, le net il va être d'autant pour la personne. Ok. Voilà pour la partie 4. Je continue ou... Oui, je continue. Alors ici, maintenant, on va partir sur la partie vraiment matérielle. Donc là, on a parlé... non, excuse-moi, j'ai deux questions que je n'avais pas vues. Oui. Est-ce que tout ce qui est secrétariat social, fiche de paie, etc., est compté dans le brut patronal? Oui. Oui, hein, ouais. Oui. Oui, généralement, en fait, on travaille avec un secrétariat social. On va payer d'un côté à l'employé directement tout ce qui est fiche de paye, etc. Et de l'autre côté, tout ce qui est cotisation
au secrétariat social directement, c'est ça? C'est ça, il y a un précompte professionnel, il y a des cotisations. Et donc, en fait, sur ta fiche de, en fait, c'est ça sur ta fiche de paye, tu vas te retrouver avec un brut à je sais pas, 2500 euros. Et puis après, il y a encore une partie qui est retirée. Donc, ton net, il va se retrouver à 2000 parce qu'il y a encore cette partie-là donc, qui est officiellement dans ton salaire, mais qui est retirée. Voilà. Et le taux de TVA en Belgique. Ah oui, c'est un truc complexe, mais volontairement complexe. Hein. Je vous le dis tout de suite. En fait, voilà, il y a la moitié de votre salaire qui part en cotisation sociale, c'est tout ce que vous pouvez retenir. Mais entre ce que la personne a vraiment dans sa poche, c'est-à-dire 150 euros qui est le net, et puis le brut à 300 euros, il y a encore une partie en plus à rajouter voilà, qui est de l'ordre d'un tiers en plus, quoi. C'est ce qu'il faut retenir de façon simple. Il y a une partie invisible pour employés qui est encore ajoutée. Donc, il y a ça. Et puis après, bon, il y a des frais, mais qui sont des frais tout petits. C'est des frais de dossier, des choses comme ça, du secrétariat social. Ouais. Voilà, qui viennent au-dessus. Mais ça, c'est parce qu'on paye les services de quelqu'un, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure, que par contre, des gens comme la Smart, etc., vous payez les fameux 6,5 de la Smart. En fait, c'est des frais de gestion là, qui sont supportés par le patron quand vous engagez un secrétaire social. Et quelqu'un me demande le taux de TVA en Belgique, mais ça dépend de... Ça dépend aussi. La plupart du temps, ça reste du 21%. Maintenant, quand vous faites du catering, c'est 6%. Oui, donc si on va engager une société de catering, elle va, en plus elle va demander une TVA de 6%. Et si c'est un chef opérateur qui travaille en société, lui, 21. Vous récupérez cette TVA. Sauf si on est une SBL Sauf si on est une SBL. Oui, bien sûr. Oui. Je parle des sociétés commerciales. Les sociétés commerciales peuvent récupérer la TVA, mais si vous êtes une SBL. Ok. Voilà pour les questions. Alors ici, on va arriver à la partie donc matérielle pure. Donc tout ce qu'on va voir ici ne concerne pas des frais de personnel. Donc quand on parle de costumes et de maquillage, etc., c'est vraiment juste les purs produits. On fait la distinction, tout bêtement parce que c'est deux postes différents, mais aussi parce que c'est des justificatifs différents, c'est des notes de frais d'un côté et des salaires de l'autre. Donc voilà, il faut bien distinguer les choses. Alors dans le décor, vous avez plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Le premier, c'est l'aménagement décoration. Donc là, c'est vraiment la création des décors, si vous devez créer un décor ou aménager un décor existant, ce qui peut arriver. Je ne sais pas, repeindre un lieu pour qu'il corresponde à ce que vous voulez, ou carrément construire un pan de mur, enfin, voilà, ce genre de choses. Les accessoires, c'est la même chose, c'est l'achat d'accessoires. Je sais pas, vous faites un film qui se passe dans les années 80, vous devez acheter des téléphones filaires, enfin, tout ce genre de trucs-là. Mais ça peut être aussi, voilà, je sais pas, le dernier truc qu'on a dû acheter qui était très con, c'était un code pénal, parce qu'effectivement, il y a un code pénal. Il faut acheter le code pénal, ça va se retrouver là-dedans. Voilà, donc il y a toute une série d'accessoires. En général, c'est pris en charge par évidemment l'accessoiriste. Vous payez une avance et puis on essaye de faire ça comme ça. Donc c'est pour ça qu'on fait un forfait. C'est qu'on lui dit, écoute, tu as, je sais pas, 2000 euros pour acheter tous les accessoires. Et donc ça se fait comme ça. On lui donne les 2000 euros, il fait tous ses achats, il rentre les notes de frais et puis c'est tout. Mais c'est pour ça que ça fonctionne, enfin qu'on le note en tant que forfait. Alors, le point suivant, autorisation et location, c'est un petit peu la même chose. C'est si vous devez louer des lieux, je ne sais pas, vous devez louer, il y a une scène qui se passe dans une boîte de nuit, vous devez louer la boîte de nuit parce que là, il y a le gars manque à gagner, donc vous devez louer la boîte de nuit
c'est un coût où les autorisations, ça veut dire que, je ne sais pas, vous voulez tourner avec l'atomium en toile de fond, l'atomium, c'est payant. Donc, voilà, il faut une autorisation, ça coûte de l'argent. Voilà. Donc, ça, c'est toutes ces dépenses-là qu'il faut aussi prévoir. Et alors, le dernier point, ce sont les divers extérieurs. Donc, typiquement, stationnement, parce que c'est souvent le poste qui est important, dans la mesure où, voilà, un stationnement pour un tournage, c'est très vite, c'est 2 voire 3 camions pour la régie, pour le matériel, etc. Plus le stationnement de toutes les personnes qui doivent arriver sur les lieux. Donc, il faut demander les autorisations à la ville. Suivant la ville, c'est plus ou moins cher. Voilà, il y a des autorisations de tournage aussi qui peuvent monter très très vite. À Bruxelles, c'est assez. Voilà. Il y en a qui vous demandent 3 fois rien, des communes qui vous demandent 3 fois rien, et puis d'autres qui vous demandent des sommes, je ne vais pas dire astronomiques, mais quand même assez conséquentes pour l'autorisation de tourner dans la ville. Donc, tout ça est aussi à prévoir. C'est des devis à demander, c'est des choses à prévoir le plus vite possible, parce que c'est parfois des endroits où vous vous retrouvez très vite avec des petits gouffres financiers que vous n'aviez pas prévus. Donc voilà, cette partie décor couvre des choses qui parfois ont des coûts cachés, il ne faut pas oublier. La partie costume, par contre, est souvent plus facile à calculer, dans la mesure où si vous faites appel à un ou une professionnelle, pour assez vite vous dire j'ai besoin d'autant de sous pour faire ça. Ça dépendra de plein de choses. Si vous faites quelque chose d'assez simple, où ce sera en gros de l'achat de vêtements ou aller dans les puces ou des choses comme ça, vous saurez assez vite. Voilà, vous n'en aurez pas forcément pour beaucoup. Par contre, si vous faites un film en costume ou un film de super-héros, si je sais pas, c'est quelque chose qui vous tente, là, il faut faire la confection. Et là, ça peut monter beaucoup plus vite, évidemment. Donc, c'est aussi voilà, quelque chose qu'il faut prévoir à l'avance. Une fois que vous savez vers quoi vous vous dirigez, allez voir la personne qui sera en charge des costumes pour qu'il puisse vous faire, pas un devis, mais au moins une estimation la plus précise possible de ces dépenses-là. Parce que là aussi, parfois, c'est des conneries, mais on se rend vite compte qu'il y a des petites choses à rajouter sur des costumes et ça monte très vite. Alors, le maquillage, les produits maquillage, là aussi, ça peut être soit très, très simple, très simple, il y a toujours des dépenses en maquillage, hein, donc il ne faut pas le prendre à la légère, mais ça peut être très, très simple, dans le sens où vous avez, si vous faites du maquillage classique, si vous partez sur un truc où vous avez un de vos personnages qui est brûlé au 3e degré, là, vous partez dans du maquillage de FX et ça fait exploser les choses. À noter, autant pour le maquillage, surtout pour le maquillage, mais aussi pour les vêtements, qu'en cette période de Covid, ce sont des postes qui augmentent assez vite, dans la mesure où les produits maquillage doivent être individualisés, donc autant les produits que tout ce qui est pinceau, machin, etc. C'est un set par personne et qui doit être donc bien tenu. Donc, on ne peut pas se permettre de se dire hop, j'en maquille un, puis j'en maquille un deuxième. C'est chacun a ses trucs. Donc, ça fait un petit peu exploser le poste. Enfin, exploser. Je ne vais pas vous dire que vous allez dépenser 10 000 €, mais il ne faut pas oublier ça. À partir de. Pour l'instant, dans cette période-ci, il faut que l'équipe de maquillage soit démultiplié par le nombre de personnes à maquiller. Voilà pour cette partie-ci. Je continue. Alors, la partie régie, transport, défraiement. Là, donc vous avez d'abord tout ce qui est défraiement, kilomètres, essence. Ça prend en compte, bon, je mets kilomètres et essence, mais c'est en fait un poste dans lequel vous aurez aussi tous les transports, c'est-à-dire que si vous avez par exemple un ou une comédienne qui je l'espère pour eux, ont une belle carrière et qui donc habitent en France,
il faut les déplacer jusque chez nous, il faut les loger, et donc tout ça va se retrouver là-dedans. Il faut oui, payer, défrayer les kilomètres des personnes qui habitent plus loin. Donc, je ne sais pas, mettons que votre costumière elle habite à Liège. Si tous les jours elle doit faire le transport, le déplacement jusqu'à un lieu de tournage à Bruxelles, ça peut monter assez vite, ou alors vous pouvez opter pour un logement, mais c'est aussi un budget. Donc voilà, c'est des choses auxquelles il faut penser, et surtout ne pas se dire waouh, ils peuvent se payer eux-mêmes. Hein. Voilà, il faut rentrer dans les dépenses, c'est des dépenses supplémentaires. Donc, à moins de faire vraiment quelque chose de route, c'est que tout le monde y met du sien, ok, mais dès que vous rentrez dans des choses avec des budgets, les budgets essence, les budgets kilomètres, ça fait partie des notes de frais qui doivent entrer. Et il y a là aussi des barèmes qui, je pense, aujourd'hui sont de 35 cents du kilomètre pour les défraiements kilométriques d'essence, puisque en général, si vous payez l'essence, ça veut dire que la personne prend sa voiture, donc, paye son assurance, paye tout l'entretien de sa voiture, etc. Donc, voilà, vous payez un package qui, donc, aujourd'hui, est à 35 cents du kilomètre. Alors, les repas, équipes et logements, même chose. Donc, j'ai déjà un petit peu parlé du logement. Même chose, c'est des choses dans lesquelles il ne faut pas rechigner. C'est vraiment pas le genre de poste sur lequel vous vous dire ouais, mais là, on va faire des économies, ce sera sandwich pour tout le monde. Non, il faut vraiment essayer d'entretenir son équipe, de faire en sorte que les gens mangent bien. Tout bêtement, c'est tout con, mais les moments cantine, c'est des moments où vous avez aussi une vraie cohésion de l'équipe, et ça permet aux gens de travailler beaucoup plus facilement s'ils se connaissent. Donc, si vous avez des longs tournages, un moment de repas collectif vous fera accélérer le boulot beaucoup plus que vous ne le pensez. Et le fait de bien manger, ça fait partie aussi des bonnes conditions de travail. Donc voilà, faut pas, je ne dis pas qu'il faut aller chercher un service traiteur 4 étoiles, mais pas vous dire que vous allez vous contenter de sandwich charcuterie pendant 30 jours. Quoi. Il ne faut vraiment pas rechigner sur ce poste-là et vous dire que voilà, il faut quand même un minimum 10-15 euros par personne par jour. C'est quand même important. Après, bon, voilà, il y a toujours la fin de tournage que vous pouvez mettre. Là, par contre, c'est au choix. C'est au choix du truc. Il faut savoir que toutes les dépenses que vous avez là sont des dépenses éligibles, sauf la fin de tournage, parce que je crois que c'est pas bonne. Mais donc les autres, voilà, sont des dépenses éligibles. Donc, voilà, ne vous dites pas que vous faites vraiment des économies. C'est aussi des choses que vous pouvez mettre dans vos dépenses. Donc, ne passez pas à côté. Et alors, ce qu'on appelle le matériel régie, là, c'est toute la... Oui, donc pour revenir à ces plateaux, donc je vais parler des repas collectifs, mais c'est bien aussi d'avoir à chaque fois sa petite table de régie, pas très loin du plateau, avec un peu d'eau, avec des cafés, avec du thé, avec des petites choses à grignoter, ne fût-ce que pour les comédiens et pour l'équipe technique, entre deux prises. Il y a toujours le moment d'un petit creux, et c'est là aussi plus important qu'on ne le croit. Alors, le matériel régie, c'est tout ce dont on a déjà parlé. Donc, ça peut être des cafetières, du système, des choses comme ça, mais aussi des services d'ombrelle ou voilà, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais enfin, voilà, des choses pour se protéger de la pluie, des choses pour se protéger du soleil. Ça peut être ce qu'on met dans le matériel régie, c'est des voitures aussi pour pouvoir se déplacer, pour aller vite chercher un truc. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer dans ce poste-là. Et c'est mine de rien aussi un poste qui est assez chaud, toute la partie régie. Hein. Donc autant les repas que ce matériel-là, c'est un poste quand même qu'il ne faut pas négliger et qui compte
monte pour quelques milliers d'euros assez vite, quoi. Et c'est voilà, c'est vraiment pas le genre de poste, comme je disais, sur lesquels il faut vous dire, ouais, maintenant, on n'a pas besoin de payer 10 000 euros pour que les gens mangent bien. Si, on en a besoin. Par contre, le suivant, bon, bah, c'est vrai que les frais de photocopie, c'est quand même de moins en moins élevés. Donc voilà, vous pouvez en mettre un petit peu parce que vous aurez éventuellement quelques copies, ne fût-ce que sortir les fiches de paye, sortir les C4 et des choses comme ça. Donc voilà, vous pouvez mettre ça là-dedans avec les frais de poste qui vont avec. Les frais de téléphone, la plupart du temps, ça rentre dans des notes de frais. Hein, si les gens le mettent en note de frais, vous avez, plutôt que de commencer à payer les téléphones. Maintenant, bon, voilà, c'est des choses aussi qui, dans les tarifs baissent, donc il faut le noter, mais ce n'est pas énorme. Voilà pour la partie régie. Je fais une petite pause si vous avez des questions. Pas de nouvelles questions pour l'instant. Alors, je continue sur la technique. On en arrive au lourd dont on parlait tout à l'heure. Donc, tous les moyens techniques. Donc, les moyens techniques, ce seront les chefs de poste qui vous le demanderont. Donc là, voilà, il y a des noms de matériel ici. C'est parce que j'ai retiré d'un budget qu'on a fait, mais ce sera vraiment le chef de poste. Donc, le chef-op va vous dire j'ai besoin de ça. Le chef machinot va vous dire j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Là, pour nous, dans la coopérative, c'est ici qu'on commence à négocier comme des gorées, à essayer de trouver des trucs et astuces pour payer moins cher. Par exemple, c'est une connerie, mais nous, on a un atelier pour fabriquer nous-mêmes certains outils de machinerie et de faire en sorte que ce soit du do-it-yourself. On a quelqu'un qui essaye de calculer, de faire une mini-rue. Il y a des gens qui s'essayent à faire des travelling do-it-yourself, etc. Donc voilà, nous on essaye un peu de tabler là-dedans. On a un petit peu de matériel aussi à nous, donc ce qui nous permet de baisser les tarifs. Maintenant, il faut aussi se rendre compte que ce n'est pas toujours la bonne logique non plus. Je pense notamment au matériel de prise de vue en lui-même, les caméras et surtout les objectifs. Il est souvent beaucoup plus intéressant de les louer que soit de les acheter ou de les avoir par la bande, parce que parfois, si vous les avez par la bande, ce n'est pas du matériel de la meilleure qualité, où il y a des petits soucis, etc. Et donc, des fois, vous dire, sur certains trucs, notamment le matériel comme ça, louer, ça reste le meilleur moyen, et c'est parfois pas si cher que ça. Les moyens où vous pouvez faire, enfin les choses où vous pouvez parfois faire des économies, c'est sur des camions, des choses comme ça aussi. Vous pouvez trouver des plans, mais parce que là, ça monte assez vite. Mais même chose, ça dépend un petit peu de votre budget global et de l'importance de votre tournage. Parce que quand vous êtes sur des gros tournages, des fois, louer le camion avec tout le matériel dedans, ce sera beaucoup plus facile parce que c'est plus facile à ranger dingue dans le rangement, etc., plutôt que de bricoler avec un camion que vous avez été retrouvé chez votre beau-frère et qui n'est pas vraiment fait pour ça. Donc, c'est des calculs à faire, quoi. Mais c'est en tout cas là qu'il faut être malin dans les moyens techniques, à essayer de baisser un petit peu les tarifs. Donc voilà, je ne vais pas vous en dire plus parce que c'est des choses qui vont changer du tout au tout suivant votre projet et surtout en fonction des professionnels avec qui vous allez travailler. C'est clair que suivant votre chef-op, vous pouvez vous retrouver avec 3 LED ou avec 2 camions de matos. Ça dépendra du chef-op. C'est clair que vous aurez des choses un petit peu variées, mais ça dépendra aussi du résultat que vous voulez avoir, évidemment, en termes d'image.
Pour le matériel son, on est un petit peu entre les deux, dans le sens où voilà, c'est du matériel qui évolue, mais qui évolue un petit peu moins rapidement que le matériel de prise de vue. Donc, voilà, ça dépend. Si vous avez beaucoup d'usages, souvent aussi, autant de certains chefs-op que des ingénieurs du son ont leur propre matériel. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont relativement floues, et donc des fois, vous pouvez aussi vous arranger avec votre technicien pour trouver des arrangements et trouver du matériel vraiment pas cher. Alors, je passe aussi très vite, comme ça je le fais, parce que le poste 8 est un poste qui tombe tout doucement en désuétude. Il s'appelle encore le poste pellicule, mais pellicule. Donc, là-dedans, vous allez retrouver les disques durs, des choses comme ça que vous devrez acheter. Parce que maintenant, tout se fait sur disque dur, et c'est vrai que ce sera surtout au montage où vous allez vous retrouver avec un paquet de disques durs pour pouvoir monter votre matériel, parce que l'avantage, c'est que vous avez plus de pellicule, c'est beaucoup plus léger, mais le désavantage, c'est que vous avez tendance à tourner beaucoup plus. Enfin, on a tendance à tourner beaucoup plus parce que c'est plus facile, parce que ça va plus vite, et donc on a plus de matériel au montage, et donc là, c'est la fête, quoi. Et à côté de ça, donc, ce que moi je mets dans pellicule son, mais qui est plutôt tout ce qui est consommable. Vous allez retrouver des trucs genre des achats de piles pour des micros, des trucs comme ça. Il n'y a plus vraiment de DVD non plus, puisque tout est sur support disque. Mais voilà, c'est aussi des petites choses qu'il ne faut pas négliger. On arrive très vite à la fin d'un tournage avec un sac rempli de piles usagées. Enfin, c'est des bêtises, hein, mais c'est parfois des choses qui montent là aussi. Et on a du mal à faire ça avec des piles rechargeables encore. Je continue. Là, post-prod, on revient à donc le 9e poste déjà, donc on arrive tout doucement à la fin. On a donc le montage et la sonorisation. Encore une fois, ici, vous avez ce qui concerne l'aspect matériel. Les salaires sont plus hauts, mais il faut savoir que souvent, vous allez vous retrouver avec un devis global. Vous allez avoir le monteur son ou le monteur image avec son studio. Si vous allez dans un studio, en fait, vous allez vous retrouver avec un package tout compris. Donc, c'est un peu difficile à calculer. Maintenant, voilà, il y a quand même deux choses différentes là-dedans. C'est le travail de personne à côté et la location d'un studio. La location d'une salle de montage image, ça peut être pas très très cher, dans le sens où le montage image maintenant est quand même, en gros, une table de montage image, ça reste à l'IMAC, quoi, la plupart du temps, voire même rien du tout. Là, par exemple, on est en train de monter une web série, ça se fait dans notre bureau, quoi. Voilà, on a mis un iMac dans un bureau et on travaille dessus. Donc, ça peut être aussi une manière d'économiser des sous, de vous dire, montage image, ça va se faire comme ça. Ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas avec un professionnel. Hein, on a des professionnels qui ont même parfois une petite salle de montage dans leur appartement, tout bêtement. Et ça se fait comme ça. Et à ce moment-là, soit c'est un pote et il vous fait peut-être même pas payer, soit vous payez des sommes minimes. Par contre, pour ce qui est du montage son, là, il faut passer par un endroit où il y a de quoi faire péter des watts. Et donc là, vous n'y coupez pas, vous devez passer à un moment donné par un studio de mixage et un studio son. Les prix varient, mais ça peut être assez cher, ça peut être dans les 400, 500 euros par semaine. Ça peut monter beaucoup plus, suivant là aussi ce que vous voulez et ce que vous allez avoir en produit final. Donc c'est vrai que c'est très variable. Voilà.
Vous avez ensuite tous les travaux de finition, même chose, ça peut être parfois 3 fois rien, la traduction et le sous-titrage, vous pouvez peut-être parfois même le faire vous-même parce que vous avez les capacités, faire un générique, si vous avez des talents de graphiste ou si vous avez des graphistes bien au fait, ça peut se faire aussi par soi-même, mais ça peut aussi se faire via des studios qui vont vous demander aussi des 400 € par jour ou 500 € par jour, ça peut arriver aussi. Donc voilà, là, ça fait partie des postes qui peuvent être réduits uniquement dans la partie vraiment matérielle. Encore une fois, vous ne devez pas forcément toujours passer par des grands studios, ça dépend de l'importance de votre production. Et enfin, on parlait des produits finis tout à l'heure. Voilà, faire un DCP, ça a quand même un coût, donc il faut le faire. L'étalonnage, vous passez facilement aussi une bonne semaine chez un étalonneur. Idéalement, l'étalonneur, ça se passe aussi en studio, donc là aussi, ça peut chiffrer assez vite. Les étalonneurs que nous, on connaît, ils ont toujours des possibilités avec des studios moins chers dans des petits endroits, mais si vous voulez vraiment un truc pile poil, c'est souvent le cas quand vous voulez faire quelque chose qui sera diffusé au cinéma, il faut aller dans ces vrais studios, et là, c'est aussi forcément des budgets beaucoup plus élevés. Et pour terminer, avant de passer vraiment de pourcentage, je voudrais vous parler des assurances et divers, parce que c'est aussi des choses à ne pas négliger. Quand vous êtes dans des productions plus élevées, il faut savoir, donc il y a d'abord les assurances. Il faut savoir que dès que vous êtes dans une logique de production un peu plus lourde, avec des aides, avec du tax shelter, etc., une des conditions pour les obtenir, c'est de fournir les assurances. De toute façon, les assurances sont obligatoires, mais les assurances tournage sont là aussi obligatoires, puisque c'est quand même des gens qui vous avancent des fonds pour que vous tourniez. Si vous avez le moindre pépin qui vous oblige à abandonner votre tournage, eux, ils vous ont avancé des fonds à perte, puisqu'il n'y aura pas de film. Donc, il vous faut absolument une assurance tournage à ce moment-là. Il vous faut une assurance. Voilà, il y a des assureurs spécialisés dans le cinéma, hein, donc ça ne coûte pas forcément très très cher par rapport à vos frais de production, mais bon, voilà, c'est entre 2 et 5%, si je ne me trompe pas, de frais en termes d'assurance. Et alors, les frais financiers, ils peuvent être de plusieurs types. Il faut savoir que si vous demandez de l'argent, notamment à la communauté française ou à d'autres, ils ne vous donneront pas l'argent tout de suite. Or, si vous devez commencer votre tournage, ça veut dire que vous allez devoir prendre un prêt sur l'argent que vous allez recevoir dans quelques mois. Ça a un coût, donc ça implique des frais financiers, c'est des frais financiers qui sont là aussi justifiables. Même chose pour le tax shelter. Le tax shelter, si il y a une fraction de l'argent qui est levé en tax shelter qui repart directement en frais financiers. Donc il faut le savoir. Donc tout ça doit être aussi calculé. C'est des frais qui sont variables suivant l'intermédiaire tax shelter que vous avez, mais donc, lui, c'est cet intermédiaire-là qui vous dira c'est autant de pourcents en frais financiers. Donc là, je ne peux pas vous dire, évidemment, mais c'est des choses que vous saurez assez vite une fois que vous serez dans votre phase de financement. Et enfin, la publicité, ça, c'est aussi des choses que vous pouvez inscrire dans vos frais, puisque c'est quand même des frais qui sont liés à votre film. C'est le graphisme pour faire une affiche, c'est la publicité que vous allez faire sur les marchés internationaux, par exemple. C'est l'inscription dans les festivals. Si vous avez un court-métrage, il faut savoir que l'inscription dans des festivals est souvent payante. Donc, voilà, c'est des choses qui viennent en plus. Pas des sommes encore énormes, mais que vous pouvez mettre dans votre budget, que vous devez mettre dans votre budget parce que c'est justifiable. Donc,
n'hésitez pas à le faire. Voilà, il y a aussi des aides qui existent auprès de la communauté française pour aider à la promotion de vos films. Donc, c'est des choses qui après doivent être justifiées aussi. Donc, voilà, ça rentre dans le budget. Je m'arrête là quelques instants. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, ici simplement, on me demande, est-ce qu'il faut avoir une carte professionnelle agréée par les organismes de structure du pays pour les techniciens ou est-ce que ce critère intervient dans les conditions de sélection des candidatures? Non. Non. Non, il n'y a pas. Il ne faut pas forcément passer par une école. Il ne faut pas. Voilà. Je ne pense pas qu'il y ait de choses comme ça. C'est au choix du producteur, évidemment. Maintenant, bon, ben voilà, c'est clair que quelqu'un, enfin, voilà, un producteur classique va quand même regarder un petit peu ce que la personne a fait avant et s'engager là-dessus. Maintenant, encore une fois, comme je l'avais dit la fois dernière, nous, on a une logique et se dire qu'il y a de la formation interne, c'est-à-dire qu'on va pas. Si vous avez un poste, si vous voulez faire des choses et que vous avez tiens, voilà, moi je veux être ingénieur du son et je n'ai pas encore beaucoup d'expérience, bah, on fera travailler sur des petites choses qui ne seront pas forcément des grandes, voilà, des choses où il y aura des grandes implications, mais où vous pourrez vous faire la main et puis évoluer. Donc nous on n'est pas dans une logique où on dit il faut que tu aies déjà 20 ans d'expérience derrière toi. Mais un producteur, oui, va plutôt aller chercher des gens plus expérimentés parce qu'il a besoin d'assurance, quoi. On me demande si les prestataires de services externes des activités d'assurance pour les équipements et les personnes sont assignés dans la fiche de l'estimation du bilan total des dépenses. Bah, j'imagine que la question, c'est est-ce que le poste assurance, c'est aussi bien les assurances pour les personnes que pour les équipements, quoi. Ce qui est Oui. Maintenant, normalement, si tu les engages en CDD, ben, tu as déjà une assurance personnelle en tant que société, puisque tu es obligé, une fois que tu es engagé personnel, d'avoir aussi ton assurance personnelle. Donc, si tu les engages par toi-même en CDD, ben, ils ont une assurance. Même chose, si tu les engages par un bureau d'intérim, c'est le bureau d'intérim qui a l'assurance. Ça, c'est sûr. Il faut juste faire attention en fait sur les figurants qui normalement ne sont pas assurés de base. Donc, il faut prendre une assurance personnelle pour les figurants. Ok. Voilà. Après, j'ai d'autres questions. On me demande des contacts d'assurance, des organismes de soutien, etc. Mais ça, je propose peut-être d'envoyer par mail par la suite. J'ai regroupé ces posts-là. Oui, peut-être, voilà, si tu fais une petite liste, je veux bien faire un petit passage en revue de tous les contacts. Ouais. Ok. Sinon, pour les questions, voilà, on me demande en gros si parmi tous les points évoqués, il y a des étapes évidentes qu'on peut déjà anticiper en termes de devis avant même qu'on ait fini le scénario. Mais non, c'est difficile à dire. Hein. Parce que le truc de base pour moi, c'est le nombre de jours de tournage. Et, tout découle de ça, quoi. Ouais, tout découle de ça. Donc, tu ne vas pas pouvoir savoir tant que tu n'as pas vraiment un scénario écrit. Il y a une règle qui est une règle vraiment que je trouve très doigt mouillé, c'est de dire une page de scénario égale un jour de tournage, égale une minute plutôt. Et donc, voilà, c'est égal, ouais, ça, égale une minute. Donc, tu peux, à partir de ce moment-là, calculer plus ou moins tes jours de tournage. Quoi. Mais c'est du doigt mouillé. Hein. Après, si tu as plein de dialogues, forcément, ça prend moins de place, mais c'est une règle qu'on utilise, mais il faut l'utiliser avec parcimonie. Donc, effectivement, si tu as 20 pages de scénario, bah, tu vas te dire que tu as 4 jours de tournage. Et là, tu peux commencer. Quoi. Mais, voilà. Non, ça, c'est difficile à dire. Ok. Voilà.
un budget de court-métrage de production légère. Mais là, voilà, encore une fois, tu as parlé du fait que c'était surtout vous, en tout cas, au niveau du matériel, mais que les salaires, finalement, ça, voilà. Oui, oui, oui. Bah, écoute, Mhm. c'est pour moi un court métrage, en tout cas produit dans des conditions normales, machin, etc. C'est difficile de faire. Ça dépend encore une fois de la longueur, hein, mais disons que pour un court métrage d'une vingtaine de minutes, en dessous de 75 euros. Mhm. Si tu veux payer les gens un peu normalement, etc. C'est compliqué, quoi. Après, il y a de tout. Si tu me dis, je fais 20 minutes en huis clos, oui, bon, ok, il y a moyen. Maintenant, si tu te dis, j'ai au moins trois lieux de tournage et ça va durer 20 minutes, ouais, tu vas tourner autour de ça. Mhm. Minimum. Ok. Oui, C'est des pour ça, postes. d'ailleurs, que la communauté française, quand ils soutiennent un court-métrage, la plupart du temps, l'argent qu'ils donnent, c'est déjà 42 500, quoi. Mhm. Parce que faire beaucoup, faire bien en dessous de ça, c'est chaud. Encore une fois, en payant les gens normalement. Mhm. Voilà. Est-ce qu'il y a des postes qui seront dans tous les cas éligibles, d'autres jamais La plupart du temps, les salaires sont éligibles, ça c'est Mhm. sûr. Jamais, tout ce qui. Déjà, tout ce qui n'est pas européen, ça sera sûr et certain, parce que là, tu auras Mhm. de l'argent. Mhm. Et après, de tête comme ça, c'est difficile à dire. Non, non. En tout cas, dans les trucs qui sont là, c'est au cas par cas et au cas par cas et en fonction de qui tu vas aller chercher. Mhm. Tout le monde a ses critères, tous les critères sont différents. Je pense même que Wallimage n'a pas exactement les mêmes critères que ce que Microsoft. Je dis ça de tête, mais peut-être qu'il y a des gens qui vont me contredire. Mais Mhm. voilà, c'est pas aussi facile que ça. Il n'y a pas de règles précises. Ça reste, en termes de production, ça reste quand même très administratif. C'est-à-dire qu'il faut aller voir les prérequis de tout le monde, etc. Et c'est normal. Chacun donne en fait de l'argent, pas juste pour la beauté de l'art, mais pour une raison très précise Mhm. qui doivent justifier eux aussi. Ok, c'est tout pour l'instant. D'accord. Là, on Entre va. vos contacts, etc. Mais ça, j'enverrai un email séparément, quoi. Voilà. Oui, oui, exact. Donc, quand on est arrivé là, on arrive à ce qu'on appelle le sous-total A, donc la totalité de tous les postes dont on vient de parler. On va arriver à une somme qui va être, a priori, pour un court-métrage, comme je disais, peut-être autour des 100 000, on va dire. Moins, on va dire 75 000. À partir de là, la première chose à faire est de compter des imprévus. Pourquoi ? Tout simplement parce que votre budget, vous pourrez faire ce que vous voulez. Il ne sera jamais le même que dans la réalité. Et donc, si vous arrivez en dessous, c'est la fête, c'est super, mais enfin, ça arrive souvent qu'on arrive plutôt au-dessus. Et donc, provisionner des imprévus n'est vraiment pas inutile et c'est même plutôt sage. Donc, on met 10% parce que, tout simplement, ce sont aussi les prérequis au niveau de la communauté française. Je pense qu'ils n'acceptent pas qu'on mette des imprévus de plus de 10% de ça. C'est largement suffisant. On peut faire moins, mais voilà, c'est pour ça que je mets 10% de A, parce que c'est vraiment la limite supérieure. Et donc, toujours sur cette même somme ici, donc là, le total de 1 à 10, on calcule les droits d'auteur. Donc, sur un film de 100 000 euros, encore une fois, il y aura 10 000 euros qui peuvent être répartis auprès des auteurs. Les auteurs sont de deux types, c'est les auteurs de scénario et les auteurs en tant que réalisateurs. Ça se calcule en contrat, ça se calcule, ça se négocie au moment du contrat.
quelle marge va avoir un tel et un tel. Et ça se négocie aussi avec le producteur de savoir quand est-ce qu'on va toucher ces droits. L'idéal étant de pouvoir négocier, de les toucher au moins en partie avant, pour pouvoir quand même écrire dans des conditions un peu dignes. Ce n'est pas toujours possible, ce n'est pas toujours facile, mais c'est ce qui permet d'avancer un petit peu. Et donc, forcément, bah oui, comme suivant le type de film, on se retrouvait avec des sommes diamétralement différentes. C'est clair que si on décrit un court-métrage et que le budget est à 100 000, bah, il y aura 10 000. Maintenant, pour un long-métrage, on arrive assez facilement aux millions d'euros de budget. C'est autre chose, quoi. C'est autre chose, on arrive à 100 000 euros à répartir entre l'auteur et le scénariste. Ça va encore. Et alors, j'ai mis, comme vous voyez, un troisième petit point qui s'appelle participation auteur-réalisateur, parce que c'est triste, mais c'est comme ça. Souvent, dans les courts-métrages, on n'arrive pas à boucler l'intégralité du budget. Et donc, on met des sommes en participation. Alors, la participation, ça veut dire qu'on accepte qu'on ne soit pas payé tout ce qui nous est dû, mais on le met donc en participation dans le film, c'est-à-dire que voilà, on investit nous-mêmes dans le film. Donc, ça veut dire que dès que le film fait des bénéfices, on est les premiers à récupérer notre dû. C'est ça que ça veut dire. Donc, on peut mettre les choses en participation, autant donc les auteurs qu'on voit ici, que le producteur qui est ici en dessous. Alors, le producteur, vous voyez la petite astuce, c'est que le producteur prend 10%, non pas de A, ici, donc de 1 à 10, mais 1 à 12. Donc, il touche un petit peu plus, le producteur. C'est aussi un maximum, bien sûr. 10% de B, c'est le maximum. Voilà, on peut se dire que c'est beaucoup. Maintenant, un producteur est d'abord quelqu'un qui prend les risques. Et la plupart du temps, les producteurs sont les premiers à mettre leur part en participation. Mettre un budget en équilibre, c'est compliqué. Et donc, le producteur est le premier à croire au projet. Et donc en général, cette part-là est mise au moins en partie en participation très rapidement. Alors, reste un dernier poste ici, qui est le poste frais généraux, à 7% de C. Ben là, c'est aussi quelque chose qui revient au producteur et qui sert à couvrir, comme son nom l'indique, ses frais généraux, c'est-à-dire les personnes qu'il emploie pour gérer son entreprise, lui-même, etc., etc. Et donc là aussi, c'est les plafonds. J'ai mis, c'est toujours les chiffres maximum. Donc on peut mettre maximum 7% de la somme en frais généraux. Donc comme je disais, nous on n'est pas bien différents des autres en termes de rémunération en tant que société de production. C'est-à-dire que nous aussi, on va prendre ça. La chose, c'est que ça reste dans l'entreprise. Donc, il y a des 7% de frais généraux parce qu'effectivement, il y a des personnes qui sont engagées chez nous. Et les frais de producteur, ils restent dans la boîte. Voilà. Quand ils ne sont pas mis en participation, bien sûr. N'hésitez pas, je ne sais pas si cette dernière partie est claire, mais c'est clair qu'ici, vous avez quand même quelque chose qui fait vite monter les enchères, puisque si vous avez 100 000 ici, ça fait 110, 120, sur lequel on met encore 10%. Donc, finalement, vous vous retrouvez très vite avec 125, 130 euros, rien qu'avec le petit jeu des pourcentages qui sont là. Mais du coup, il y avait les questions sur les droits d'auteur. Donc, on me demandait, en cas d'adaptation d'un ouvrage littéraire, oui. Est-ce que du coup, là, il y a une partie de droit vraiment, pas seulement de l'écrivain, pas seulement du scénariste, mais de l'écrivain, du coup
Donc, en propriété intellectuelle, bon, c'est Alors, non, oui, évidemment, il faut le négocier. Là aussi, moi, j'ai jamais eu le cas, évidemment. J'ai jamais fait ça d'adapter un roman, quoi qu'il est déjà existant. Je pense que là aussi, c'est peut-être laissé à la discrétion du producteur. Est-ce qu'il va le mettre dans les droits, donc dans le package global des droits, où il va se dire, je l'achète, et puis après, je l'achète, c'est un investissement, et puis après, j'engage quelqu'un qui va toucher les droits tout à fait classiques sur l'adaptation. Ça, je ne sais pas. Je reviens juste là-dessus, c'est de se dire, n'oublions jamais de distinguer les droits que le producteur achète ici, c'est des droits d'utilisation de l'œuvre qui est faite, des droits d'auteur en eux-mêmes. C'est-à-dire que le scénariste touche à côté de ça, via son organisme, la SACD ou autre, là où il est affilié, il touche des droits d'auteur tout à fait classiquement, qui sont tout à fait inaliénables, non négociables. Donc ça, il va continuer à toucher. Ce dont on parle ici, ce sont juste les droits d'utilisation de cette œuvre. Donc, typiquement, voilà, la personne a écrit un scénario, le producteur achète le droit d'utiliser ce scénario pour en faire un film pendant une période X. Donc, il y a deux droits, en fait, et donc il ne faut pas oublier. Donc, quand vous négociez les droits ici, en tant que scénariste, vous ne perdez absolument pas vos droits à recevoir une rémunération de la SACD. Donc ça, il faut le savoir. Même chose si vous êtes l'auteur ou l'autrice d'un roman, vous allez aussi toucher des droits d'adaptation en tant qu'autrice de roman original, de manière totalement. Ça, c'est, je ne vais pas dire que c'est automatique, parce que c'est un boulot de taré, mais c'est quelque chose qui se fait à part, sans intervention du producteur, en tout cas. On a encore une dernière question, hein, et puis on va pouvoir tout doucement clôturer, parce qu'on est déjà à 2 heures de, de workshop. Mais est-ce que donc dans ton budget, il y a un droit d'auteur pour le scénariste et pour le réalisateur, un salaire ou des droits d'auteur également pour le réalisateur? Ok. C'est ça, il a les deux, donc il touche deux fois parce qu'il c'est un peu ingrat pour le scénariste, mais c'est pour ça qu'il touche normalement plus de droits d'auteur que le réalisateur. C'est que le scénariste, ça paye déjà dans les droits d'auteur, dans les droits du scénario, tandis que le réalisateur est payé deux fois, quoi. Après, il y a parfois des avances, hein, c'est ça, aux scénaristes. Mais ce sont des avances, quoi. On lui donne une avance sur ses droits. Ok, je crois qu'on est arrivé au bout. Quelqu'un me demande quel est ton style de film préféré, ton mouvement, le mouvement que tu préfères dans le cinéma. Donc, c'est une petite question bonus. Une petite question bonus. Écoute, c'est compliqué ça. Historiquement, je dirais le cinéma d'horreur parce que c'est là que j'ai commencé. Avec le BIF, mais l'âge aidant, peut-être, je suis plus. Non, je vais dire ça autrement. Ce que je trouvais de subversif dans le cinéma d'horreur, je le trouve beaucoup plus dans la comédie aujourd'hui. Voilà. Ok. Donc, il y a des comédies en préparation chez Big Trouble. Pour l'instant, oui, c'est de la comédie, pour l'instant, beaucoup. Ok. Ok. En tout cas, je crois que j'enverrai quelques petits liens aux participants, plus le budget. En tout cas, vraiment un énorme merci pour le temps que tu as passé à décortiquer tout ce budget. Avec plaisir, j'espère que c'était un peu clair. Oui, ça me semble. Hein, en tout cas, toutes les questions presque ont été posées. S'il en reste, n'hésitez pas à revenir vers moi par email et moi-même. Donc, j'enverrai surtout on me demandait les liens des fonds, etc. Ça, j'enverrai
séparément, hein, parce que sinon on peut encore passer beaucoup de temps là-dessus. C'est vrai que tu as fait tout ce que tu pouvais pour compacter ces explications en 2 heures, mais je pense que tu disais qu'il y a des ateliers qui suivent cette explication, c'est ça enfin, en tout cas, on fait ça, oui, dans la coopérative, on fait souvent des choses comme ça. Ça se fait de manière différente. Hein. C'est soit on fait effectivement des petits ateliers comme ça, soit quand on fait un budget, on propose aux gens de venir et de voir comment ça fonctionne pour confectionner un budget. Quoi. J'enverrai également les liens sur Big Trouble in Belgium et bien sûr comédien.be. Okay. Bien sûr, absolument. Merci et aussi aux participants pour toutes les questions. Et donc à très bientôt pour un petit mail avec les explications complémentaires. Voilà, tout le monde te dit merci. Merci à vous d'avoir tenu aussi longtemps. C'est passé vite, hein, je pense, parce que voilà, c'est assez passionnant. À bientôt tout le monde. Et donc, donc ça fait partie du programme Médiartiste. N'hésitez pas à aller voir le reste du programme sur mediartiste.be. Voilà, bon après-midi. Ouais. À bientôt. À bientôt. Au revoir.